Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Berlin, le Paris de l'Allemagne? Une querelle du français. À la veille de la Révolution, 1781-1792. Dans la même collection. Sous la direction de Peter Schindyer. L'homme-livre. Des hommes et des livres de l'Antiquité au XXe siècle, 2007. Temps et roman. Évolution de la temporalité dans le roman européen du XXe siècle, 2007. Métamorphose du mythe. Réécriture ancienne et moderne des mythes antiques, 2008. Sous la direction de Tania Collani et de Peter Schneider. Seuil-Hérite, littérature et culture, 2009. Critique littéraire et littérature européenne, 2010. Sous la direction d'Anne Bandryscubbi. Éducation, culture, littérature, 2008. Sous la direction de Luc Fraisse, de Gilbert Schrenck et de Michel Stanesco. Tradition et modernité en littérature, 2009. Sous la direction de Greta Komurthilloy. Presse écrite et discours rapportés, théorie et pratique, 2009. Sous la direction d'Éric Lizoé, Signe de feu, 2009. Sous la direction de Georges Frédéric Manche. Désirs énigmatiques, attirance combattue, répulsion douloureuse, dédain fabriqué, 2009. Anne Proutot, Albert Camus ou le présent impérissable, 2008. Roberto Poma, Magie et guérison, 2009. Frédéric Toudoiresurlapierre. Nicolas Surlapierre. Edvard Munch, Francis Bacon, Image du corps, 2009. Michel Arouim, Arthur Rimbaud à la lumière de cf. Ramu et d'Henri Bosco, 2009. François Labbé, Querelle du français à Berlin avant la Révolution française, 2009. Gianfranco Stroppin de Focara, L'amour chez Virgile, Les bucoliques, 2009. D'autres titres sont en préparation. Claude-Étienne Lebeau de Nant. Portrait maçonnique, probablement de Anton Graf. Avec l'aimable autorisation de la Loge royale York de Berlin. Portrait de Jean-Charles de Lavaux, vers d'Étienne Maillet. Autre portrait de Jean-Charles de Lavaux. Pastel de Joseph Ducreux, début XIXe siècle. Préface. La France possède encore le réseau culturel international le plus important au monde. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, AEFE, la Mission laïque française, l'Alliance française, gère quantité d'écoles réparties dans tous les pays où peu s'en faut. Les centres culturels, les bureaux spécialisés, les bibliothèques complètent ce maillage. Le français est en outre la langue officielle de beaucoup de pays, et nombreux sont ceux qui y ont recours. Une partie des nations l'utilisant forme un ensemble que l'on désigne par le terme de francophonie, 1. Dépassant le seul cadre linguistique, le Haut Conseil de la francophonie est une plateforme d'échange qui touche un tiers des pays de la planète. Une estimation récente évalue à environ 265 millions le nombre de personnes capables de parler français dans le monde. Langue d'origine latine comme plusieurs autres langues européennes, le français remplace le latin en tant qu'idiome international XVIIe siècle, alors que dès le tout début du XVIe siècle il devient la langue officielle d'un pays qui s'unifie dans le cadre d'une monarchie de plus en plus centralisée. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, 15 août 1739, sur le plan politique, la défense et illustration de la langue françoise, 1549, de Joachim du Bellay sur le plan littéraire, font partie des textes fondateurs. Les efforts de Richelieu, le groupe des Cinq, l'Académie puis les auteurs qu'on qualifiera par la suite de classiques, les travaux de Vaugelas, le dictionnaire de l'Académie, donneront à cette langue son statut national et sa réputation universelle. En 1685, Pierre Bell peut ainsi déjà écrire que le français est le point de communication de tous les peuples de l'Europe. Si, au début du règne de Louis XIV les textes des traités de Westphalie, 24 octobre 1648, sont en latin, le traité de Rastatt, 6 mars 1714, marquant la fin de la guerre de succession d'Espagne une année avant la mort du grand roi est rédigé uniquement en français. La prépondérance de cette langue est alors évidente et au XVIIIe siècle, une grande part de l'aristocratie européenne la parle et goûte une littérature dont on vante la perfection.
Cependant, la langue est l'expression de l'âme d'un peuple. Ce sont les membres d'une communauté donnée qui attribuent à un signifiant, image vocale ou acoustique, un signifié, image mentale ou concept. La langue est par conséquent l'expression d'une vision du monde, pour ne pas dire d'une idéologie. À rebours de tout kratilisme, on sait qu'elle se définit comme un ensemble de conventions nécessaires adoptées par le corps social pour permettre l'usage de la faculté du langage chez les individus. Ainsi, lorsque Claude Favre de Vaugelas 1585 à 1650 entend fournir la grammaire de la langue de la partie saine de la cour, il entend la langue de l'aristocratie courtisane, seule population digne d'attention à ses yeux. Saussure montrera plus tard que le signifiant est l'empreinte psychique d'un son, et le signifié, l'idée à laquelle renvoie cette image. Le signifié, ce à quoi réfère le signifiant, n'est donc pas la chose, mais le concept. Même, le signifiant n'est pas le mot. Le signe linguistique est donc, non le rapport d'un nom et d'une chose, ce qui serait un rapport objectif, mais le rapport arbitrairement choisi et interne entre deux éléments psychiques. Il était évident qu'à une époque où les nations se constituent sur le plan politique et économique, la place prise par la langue française ne va pas sans poser quelques problèmes. Le français est en effet à la fois un idiome à prétention universelle et une langue nationale, qui plus est, en cette fin de XVIIe siècle, mais cela va de pair, la langue de l'État le plus puissant. Langue et hégémonie sont donc très liées. Bien sûr, une certaine ambiguïté est entretenue. Le français succède au latin. Par ses perfections, il en aurait toutes les prérogatives. Il paraît être avant tout langue supranationale. Ainsi, lorsque le marquis Louis-François de la Tierce reçoit en 1733 de ses mandants anglais la mission de traduire les constitutions maçonniques en français pour favoriser la diffusion de la franc-maçonnerie sur le continent, il le fait expressément parce que c'est là la langue internationale par excellence d'eux. Pourtant, comme la langue est l'expression d'une culture particulière, comme elle traduit une vision du monde, il semble paradoxal d'évoquer la possibilité d'une langue universelle, qui ne serait pas une création ex cathedra comme le sera l'espéranto. Dans le dialogue de Platon, Cratyle affirme certes que le mot exprime les propriétés naturelles de la chose. Il existe une dénomination naturelle pour chacun des êtres. Un nom n'est pas l'appellation que certains donnent à l'objet après accord, en le désignant par une parcelle de leur langage, mais il existe naturellement, et pour les Grecs et pour les barbares, une juste façon de dénommer qui est la même pour tous. Malheureusement ou heureusement, même au XVIIe siècle, plus personne ne croit à ces théories, pas même Leibniz, qui rêve d'une telle langue. En revanche, on sait très vite que la langue permet d'une manière ou d'une autre une forme de colonisation des esprits. Voir le monde par le prisme de la langue française n'a pas la même signification que de le voir par la langue espagnole ou la langue allemande. D'ailleurs Cratyle, comme Leibniz ou Cour de Gébelin se pose la question d'une sorte de retour à l'âge d'or, de la langue d'une époque d'avant l'histoire voire pré-adamite alors que l'accent mis sur l'organisation, la puissance et la force de la langue française aura toujours des visées futures. Dans le premier cas on regarde vers le passé, dans le second vers l'avenir. Si le passé peut supporter tout ce qu'on veut bien lui faire dire et servir de refuge à tous les songes, le futur d'une Europe francisée et francophone ne peut que s'accompagner d'une offensive militaire et économique. Seul le plus puissant serait susceptible d'imposer ces conditions. La question n'est donc pas de se demander si une langue universelle est possible, mais si la langue d'un pays puissant peut devenir l'idiome dans lequel d'autres nations s'exprimeront, feront leur politique, écriront leurs livres sans perdre leur âme. Autre conséquence, s'il ne peut exister de langue universelle, c'est parce qu'il n'existe pas une nature humaine unie. Ce qui peut aussi s'énoncer de la manière suivante. Pour que le français soit langue universelle, il faudrait que la nature humaine dans son ensemble devienne française au sens culturel et politique. En Europe, au XVIIIe siècle, comme plus tard entre 1792 et 1815, on est de moins en moins prêt à accepter ce dictamen même si les apparences sont parfois trompeuses. Le français est courant dans les couches privilégiées de la population au moins. La littérature française s'est longtemps érigée en modèle, les modes françaises se sont répandues, le petit maître parisien a fait école dans toute l'Europe. Mais en même temps, des formes de rejet apparaissent de plus en plus. On ose opposer le naturel, d'Ossian aux conventions de la poésie française, on ose comparer Shakespeare aux classiques, on ose traîner dans le ridicule nos modes et nos façons de vivre. En Allemagne en particulier,
les discussions à propos de la langue sont de plus en plus vives. Les pays allemands représentent une mosaïque de principautés, Kleinstaaterei. Et cet éparpillement, fêté par les uns comme source d'émulation et d'opposition au despotisme, favorise certes l'adoption du modèle français, mais des voix se font entendre qui rêvent à la fois d'une union de ces pays, d'une langue unifiée en poursuivant le travail effectué en son temps par Luther et d'une culture nationale respectant les caractères propres des nations germaniques. Ce rêve est certes d'abord culturel. Dans les milieux intellectuels, on proteste de plus en plus fort contre l'emprise du classicisme français. Klopstock, lecteur d'Ossian et des mythologies scandinaves, met en exergue les exploits d'Arminius, Hermann der Cherusker contre le Romain Varus à Teutobourg. Lessing publie sa dramaturgie de Hambourg, les Stürmer et Drängler ne tarderont pas à se faire entendre. Sur un autre plan, plus politique, un philosophe comme Frédéric Charles von Moser proteste contre l'enseignement universitaire encrouté dans des traditions qui le sclérosent. Il s'élève contre les particularismes religieux, coutumiers, politiques qui font que les Allemands s'ignorent en fait. Son rêve de voir le Saint-Empire redonner en plus d'un sentiment de communauté spirituelle une structure politique, ne se réalisera en revanche plus trois. Les apologistes de l'idée de patrie, comme Ewald von Kleist, Jean-Guillaume Louis Glemm, Joseph von Sonnenfels ou Frédéric Guillaume Meyern, ne voient que la Prusse de Frédéric II pour les premiers, l'Autriche pour les seconds comme pays susceptibles de mettre fin à la dispersion allemande. La conception sensualiste qui veut que la langue reflète l'esprit d'un peuple, d'une nation dit-on plutôt, n'est pas nouvelle au XVIIIe siècle et à Berlin elle est un thème courant des discussions académiques. En 1759, l'Académie avait posé la question suivante. Quelle est l'influence réciproque des opinions du peuple sur le langage et du langage sur les opinions ? Le professeur de Göttingen, Jean-David Michaelis en avait été le lauréat. Il avait cherché à démontrer pour une part combien les évolutions du lexique d'un peuple correspondent à l'évolution intellectuelle et morale de ce peuple. En 1765, François-Vincent Toussaint, l'auteur des Mœurs, tient aussi un discours sur ce sujet. Des instructions qu'on peut tirer du langage d'une nation par rapport à sa culture et à ses mœurs. Il était évident qu'il y avait là un point de discorde, particulièrement en Prusse. Berlin possédait la communauté francophone, le refuge, la plus importante quantitativement et qualitativement des pays allemands, annexe L. Le français était la langue des affaires, de l'aristocratie et d'une grande partie de la haute bourgeoisie. En même temps, ce pays, de par la politique agressive de Frédéric II, était en passe de devenir une puissance européenne de premier plan et le roi philosophe se considérait de plus en plus comme l'annonciateur d'une Allemagne unifiée. Les questions de la place de la langue française et du modèle culturel français étaient inévitables dans la mesure où cette Prusse sûre d'elle-même sur les plans économiques et militaires était dans les faits, entrée en concurrence avec son puissant voisin. Le français était-il cette langue universelle dont le concert des nations avait besoin, ou était-elle d'abord la langue d'un adversaire ? La réponse n'était pas aisée à trancher, car elle procédait à l'évidence à la fois de l'un et de l'autre. Le français de Berlin devait-il être semblable à celui de Paris ? Et les habitudes culturelles des Français devaient-elles continuer à s'imposer ? Enfin une dernière question se posait. Certains esprits en France le reconnaissaient eux-mêmes, on déplorait sous le règne de Louis XV une qualité moindre des lettres et des arts. Le modèle classique était discuté, le théâtre évoluait, les modes anglaises minaient le classicisme, on s'intéressait de plus en plus aux romans. La langue elle-même était livrée au néologisme que certains continuaient, dans un combat d'arrière-garde, à qualifier de barbarisme. Devait-on donc continuer à admirer et imiter une culture moins sûre d'elle ? On savait depuis longtemps que la grandeur et la décadence des États étaient un cycle, et Montesquieu venait de le rappeler, quasiment inévitable. N'était-il pas évident que l'Allemagne, à l'image de la Prusse, était dans une phase ascendante au contraire de la France, et que dans ce cas, il fallait en tirer toutes les conséquences ? À Berlin, la ville la plus française de l'étranger, ces questions n'ont jamais cessé de tourmenter les esprits jusqu'à la Révolution. Dès le milieu du siècle, André-Pierre Leguet de Prémonval, un littérateur, publie en 1759 et 1761 les 2 tomes d'un préservatif contre la corruption de la langue française en France et dans les pays où elle est le plus en usage, tels que l'Allemagne, la Suisse et la Hollande, ouvrage périodique utile aux personnes de l'un et de l'autre sexe.
Prémonval est un savant philosophe réputé. Diderot l'a rendu éternel en le faisant entrer dans la galerie des personnages animant son Jacques, le fataliste. Avez-vous entendu parler d'un certain Prémonval, qui donnait à Paris des leçons publiques de mathématiques? C'était son ami. Mais Jacques et son maître se sont peut-être rejoints. Voulez-vous que nous allions à eux ou rester avec moi? Gousse et Prémonval tenaient ensemble l'école. Parmi les élèves qui s'y rendaient en foule, il y avait une jeune fille appelée Mademoiselle Pigeon, la fille de cet habile artiste qui a construit ces deux beaux planisphères qu'on a transportés du Jardin du Roi dans les salles de l'Académie des sciences. Mademoiselle Pigeon allait là tous les matins avec son portefeuille sous le bras et son étui de mathématiques dans son manchon. Un des professeurs, Prémonval, devint amoureux de son écolière, et tout à travers les propositions sur les solides inscrits à la sphère, il y eut un enfant de fait. Le père Pigeon n'était pas homme à entendre patiemment la vérité de ce corollaire. La situation des amants devient embarrassante, ils en confèrent, mais n'ayant rien mais rien du tout, quel pouvait être le résultat de leur délibération? Ils appellent à leur secours l'ami Gousse. Celui-ci, sans mot dire, vend tout ce qu'il possède, linge, habits, machines, meubles, livres, fait une somme, jette les deux amoureux dans une chaise de poste, les accompagne à franc-crier jusqu'aux Alpes. Là, il vide sa bourse du peu d'argent qui lui restait, le leur donne, les embrasse, leur souhaite un bon voyage et s'en revient à pied demandant l'aumône jusqu'à Lyon, où il gagna à peindre les parois d'un cloître de moines, de quoi revenir à Paris sans mendier. Cela est très beau. Assurément. Prémonval et son épouse se réfugièrent en définitive à Berlin. Il devint académicien et s'occupa entre autres de fonder une école. Il fallait bien vivre, et la pension des académiciens était maigre. Après avoir longtemps réfléchi à la situation française puis aux Français de Berlin, il en était arrivé à l'idée qu'il était urgent de publier des avis sur les fautes qui se commettent tous les jours en parlant et en écrivant, et sur quantité de mauvaises habitudes que l'on contracte d'après des modèles vicieux, car le Français de Berlin lui apparaissait comme étant particulièrement calamiteux. Il avait en outre consigné dans son préservatif des observations sur la littérature, le goût, le style épistolaire et celui de la conversation, les règles de la lecture tant soutenues que familières, l'art de faire un récit, de dresser un mémoire, une relation, etc. Enfin, il avait tenté de fournir les principes de cette éloquence usuelle si agréable dans le commerce de la société, avec les moyens faciles de s'y former dans la jeunesse. L'intention était louable et le roi l'encouragea. Lui qui maîtrisait le français mais avait besoin de correcteurs lorsqu'il l'écrivait, savait que ces sujets ne parlaient souvent qu'un français antique ou un français de boutique, et il aurait aimé un meilleur niveau. Il en allait de la réputation de sa capitale, voire de ses États. Ces critiques n'avaient rien de nouveau, mais il s'ensuivit une querelle qui défraya la chronique berlinoise. Les principaux représentants du refuge, en particulier le pasteur Formet qui entreprit même une action en justice, avaient fait savoir leur mécontentement. Le roi, qui tenait encore à son rêve français, avait soutenu Prémonval et poursuivi ses efforts en faveur de cette langue, sans qu'il l'ait formellement ordonné. La langue de l'Académie était le français. Un théâtre français fonctionnait au gré de son bon vouloir et de ses économies, toutes les affaires importantes se traitaient dans cette langue. Et puis Prémonval mourut, Frédéric avait bien d'autres chats à fouetter que de se préoccuper de l'excellence du français parlé par ces Berlinois. Une longue période de calme s'instaura. 20 ans plus tard, les choses ont changé. La guerre de 7 ans a bénéficié à Potsdam, les Français ayant travaillé pour le roi de Prusse. Louis XVI a succédé à Louis XV, mais les attentes placées dans le nouveau roi, qui a épousé une Autrichienne, ne semblent pas devoir se réaliser. Le traité de Paris n'est pas favorable à la France qui se débat dans de graves difficultés économiques, que renforce la concurrence anglaise. La Prusse a doublé sa superficie, la population est passée de 2 à 6 millions d'habitants, le thaler est une monnaie solide. En Autriche, Joseph II accélère et amplifie l'œuvre centralisatrice de sa mère et généralise l'allemand comme langue administrative. Quelques années avant sa mort, Frédéric considère la situation culturelle et linguistique de son pays autrement, et il le fera savoir par ses écrits comme nous le verrons. Les pages qui suivent sont consacrées à la dernière grande querelle du français à Berlin, parce que celle-ci se déroule au moment de ce que l'on pourrait appeler le chant du cygne du français en Allemagne. En effet,
l'Académie de Berlin pose en concours le sujet suivant. Qu'est-ce qu'a fait de la langue française la langue universelle de l'Europe? En quoi mérite-t-elle cette prérogative? Peut-on présumer qu'elle la conserve? Plus dure sera la chute. Alors que l'aura du français décline définitivement, le prix sera décerné à 2 lauréats ex aequo en 1784, un Allemand et un Français pour faire bonne mesure. Frédéric II disparaît 2 années plus tard et le nouveau souverain, Frédéric Guillaume, montrera une toute autre attitude vis-à-vis de cette langue étrangère. Prolégomène ou les revirements d'un roi. Au cours des 10 dernières années de son règne, Frédéric II évolua considérablement dans son appréciation de la langue française qui avait à la fois pris une place importante dans la vie intellectuelle, économique et politique de son royaume, mais était aussi l'objet de railleries. Voltaire ainsi prenait un malin plaisir à ironiser sur le français de Berlin, le style réfugié, écrivait-il, auquel, avec d'autres, il reprochait son antiquité et ses impuretés. Pour le souverain, d'autres facteurs venaient s'ajouter à ces critiques formelles. La Prusse était en voie d'accéder au premier rang des nations européennes, et le français, en plus d'une vocation universelle à laquelle il voulait encore croire, était aussi l'idiome d'une nation concurrente et dominante. D'autre part, l'évolution des Lumières françaises vers un radicalisme voire un matérialisme envahissant, ne plaisait pas aux souverains restés fidèles aux premières Lumières. Enfin, les transformations que connaissait la vie intellectuelle française, les distances prises avec un classicisme qu'il prônait le froissaient. Tout cela allait jusqu'à faire naître en lui l'idée, répandue en France même, que ce pays dont les aléas politiques et financiers défrayaient la chronique européenne, était entré après une période de grandeur dans une phase moins glorieuse et qu'il convenait sans doute de se tenir désormais à distance du modèle français IV. En outre, le ministre Christian Ewald Herzberg, le philosophe Christian Garve, 1742 à 1798, entre autres, tentèrent parallèlement de convaincre le roi que la Prusse et l'Allemagne, au contraire, étaient en passe de combler leur retard dans tous les domaines. Ils essayèrent de l'intéresser à la littérature allemande et de lui prouver que si l'excellence française était encore inaccessible, la langue allemande et les lettres pour le moins, se trouvaient sur la bonne voie et qu'on pouvait déjà juger de progrès considérables. 5. Le ministre Ewald Friedrich Comte Herzberg, qui prendra en 1786 les fonctions de curateur de l'Académie et cherchera à la réformer en l'ouvrant davantage aux savants allemands, avait rédigé sur ce thème un important discours au début des années 1780, et le souverain en personne fit paraître une dissertation qui n'eut pas l'heure d'être comprise comme elle le méritait, mais qui annonçait bel et bien des lendemains qui chantent pour les lettres germaniques. Le 28 février 1780, la Gazette littéraire de Berlin commence à publier le discours de Herzberg, prononcé le 27 janvier. Le ministre, qui a compris, comme quelques années auparavant en France, l'abbé Mably, la nécessité d'un ancrage historique, nous dirions aujourd'hui d'un mythe d'origine, pense démontrer non sans arrière-pensée la supériorité des Germains sur les Romains, une métaphore assez limpide même si c'est l'historien, admirateur de Montesquieu qui parle. Je vois, dit-il, que l'idée d'un pareil caractère national, que le souvenir et la représentation des vertus et des grandes actions de nos ancêtres peuvent et doivent contribuer beaucoup à entretenir et à perpétuer ce beau feu du patriotisme, de la vertu civile et militaire et de ce caractère national dans l'esprit de la jeunesse, de la noblesse, des citoyens et de toute la nation. Ce discours essentiel, quand on sait l'importance qu'on accorde alors au caractère d'une nation sur ses productions de l'esprit, occupe 5 livraisons de la Gazette. À la fin de l'année, pendant 6 semaines consécutives, les lecteurs peuvent prendre connaissance d'une autre dissertation d'un grand intérêt puisqu'elle est l'œuvre de Frédéric II, de la littérature allemande, des défauts qu'on peut lui reprocher, quelles en sont les causes, et par quels moyens on peut les corriger. 11 décembre 1786. Frédéric n'a d'abord que des paroles amères pour la langue de son pays, et pour la plupart des productions littéraires, il est fort critique. Il considère qu'il y a encore beaucoup à travailler et beaucoup à gagner en imitant les Français, mais il pressent des lendemains glorieux, à condition de suivre les conseils qu'il prodigue. Les universités doivent cesser d'être un conservatoire poussiéreux de professeurs incapables et jargonnant le latin, seulement aptes à répéter chaque année les mêmes cours préparés une fois pour toutes. Le professeur de philosophie par exemple doit être un éclaireur, et son enseignement aider à combattre la superstition et l'erreur.
Les médecins comme les juristes devraient faire preuve de moins de pédanterie, et de davantage devraient savoir. Une exception à son mépris, l'histoire. Le roi apprécie Christian Thomasius, 1655 à 1728, et souhaite que chacun le prenne pour modèle en donnant la préférence à l'histoire moderne et universelle et en ne négligeant pas celle de l'Allemagne, surtout depuis Charles Quint. Enfin, il lance un appel pour qu'on traduise dans notre langue tous les auteurs classiques de langue ancienne et moderne, ce qui nous procurerait le double avantage de former notre idiome et de rendre les connaissances plus universelles. Ces conseils sont suivis d'un hymne vibrant à son pays, et il parle plus en allemand qu'en souverain prussien. L'Allemagne produit des hommes à recherche laborieuse, des philosophes, des génies, et tout ce que l'on peut désirer. Il ne faut qu'un Prométhée qui dérobe le feu céleste pour les animer. Il dresse alors avec un lyrisme inattendu le panthéon des grands hommes d'une Allemagne ou plutôt de la germanité dont il rêve. Des Vignes, le chancelier de l'empereur Frédéric II, Erasme, Mélanchthon, Copernic, Gutenberg, Otto Guericke, Leibniz, Thomasius, Bilsinger, Haller, Seth. Il explique le déséquilibre entre les potentialités de son pays et son faible rayonnement, par le problème de la langue et constate que la France, l'Angleterre et l'Italie ont eu très tôt des hommes de lettres qui ont écrit dans leur propre idiome, et que c'est le cardinal de Richelieu qui avait préparé le beau siècle de Louis XIV, alors que chez nous c'était tout autre chose. Nos querelles de religion nous fournirent quelques ergoteurs, qui, discutant obscurément des matières intelligibles, soutenaient, combattaient les mêmes arguments et mêlaient les injures aux sophismes. Nos premiers savants furent comme partout, des hommes qui entassaient fait sur fait dans leur mémoire, des pédants sans jugement, des Lipsius, des Fresenius, des Gronovius, des Gravius, pesants restaurateurs de quelques phrases obscures qui se trouvent dans les anciens manuscrits. La vanité pédantesque de ces messieurs aspirait aux applaudissements de toute l'Europe, en partie pour faire parade de leur belle latinité, en partie pour être admirés des pédants étrangers. Ils n'écrivaient qu'en latin, de sorte que leurs ouvrages étaient perdus dans presque toute l'Allemagne. De là, il résulta deux inconvénients, l'un que la langue allemande n'étant point cultivée demeura chargée de son ancienne rouille, et de l'autre que la masse de la nation qui ne savait pas le latin ne pouvait s'instruire faute d'entendre une langue morte, continua de croupir dans la plus crasse ignorance. Frédéric le Grand reconnaît ensuite que cette situation évolue au XVIIIe siècle. Ce n'est que depuis peu que les gens de lettres ont pris la hardiesse d'écrire dans leur langue maternelle, et qu'ils ne rougissent plus d'être allemands. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps qu'apparut le premier dictionnaire de langue allemande qu'on ait connu. Je rougis de ce qu'un ouvrage aussi utile ne m'eût pas devancé d'un siècle, 8. Cependant, il insiste sur l'exemple français pour bien montrer que le chemin à parcourir sera long. La langue nationale ne fut en vogue qu'après qu'elle devint polie, claire, élégante, et qu'une infinité de livres classiques l'eurent embellie de leurs expressions pittoresques et en même temps fixé sa marche grammaticale. Sous le règne de Louis XIV, le français se répandit dans toute l'Europe, et cela en partie pour l'amour des bons auteurs qui florissaient alors, même pour les bonnes traductions des anciens qu'on y trouvait. La dissertation royale se termine par cet appel lyrique et passionné, qui reprend en quelque sorte les arguments des modernes lors de la fameuse querelle en France. Voilà, monsieur, les différentes entraves qui nous ont empêchés d'aller aussi vite que nos voisins. Toutefois, ceux qui viennent les derniers surpassent quelquefois leurs prédécesseurs. Cela pourra nous arriver plus promptement qu'on ne le croit, si les souverains prennent du goût pour les lettres, s'ils encouragent ceux qui s'y appliquent, en louant et récompensant ceux qui ont le mieux réussi, que nous ayons des Médicis, nous verrons éclore des génies. Nous aurons nos auteurs classiques. Chacun pour en profiter voudra les lire. Nos voisins apprendront l'allemand, les cours le parleront avec délice, et il pourra arriver que notre langue polie et perfectionnée s'étende en faveur de nos bons écrivains d'un bout de l'Europe à l'autre. Ces beaux jours de notre littérature ne sont pas encore venus, mais ils s'approchent. Je vous les annonce, ils vont paraître. Je ne les verrai pas, mon âge m'en interdit l'espérance. Je suis comme Moïse, je vois de loin la terre promise, mais je n'y entrerai pas. Cette dissertation permet de faire le point sur la pensée du roi. Il espère en la langue de son pays et croit en son génie profond. Ce n'est qu'une question d'effort, de réforme et de temps. L'imitation de ce qui se fait en France, voire ailleurs, est un passage obligé, mais dans son esprit ce n'est qu'un passage, une étape, un stade qu'il faudra dépasser, comme le laissait entendre Jean-Bernard Mérian par les questions qu'il proposait au concours de l'Académie en 1778,
qui sont d'ailleurs tout autant le faire-part d'une disparition annoncée. Dans cette grande vicissitude des choses humaines, est-il à croire que la langue française conservera à jamais les prérogatives dont elle est aujourd'hui en possession ? Combien de durée peut-on raisonnablement lui promettre à cet égard ? Quels sont les événements, ou les causes qui pourraient lui faire perdre ses avantages ? Enfin, cette révolution supposée, quelles en seraient les suites ? Y aura-t-il quelque autre langue qui prendra la place de la langue française ? Et quelle sera cette langue selon la conjecture la plus vraisemblable ? 9. Cette brûlante profession de foi de celui qu'on présente parfois exagérément comme méprisant la langue allemande, pose bien sûr, elle aussi, la question du français dans le monde et à Berlin. Au plan mondial, le souverain reconnaît son universalité actuelle sans préjuger toutefois de sa pérennité. C'est un idiome encore utile demain concurrent, rival sans doute. À Berlin, la permanence du français n'est acceptable que de manière transitoire. La Prusse et l'Allemagne ont besoin de ce germe, de cette pépinière de français allemands, mais à terme, lorsque l'allemand aura atteint le statut de langue de culture, une évolution sera inévitable. Les réactions seront diverses. Les principaux journaux berlinois considèrent que la pensée du roi, la direction qu'il indique, est globalement juste. Ils regretteront seulement que le souverain ne soit pas assez au courant des grands écrivains allemands, et que son jugement de l'état actuel de la langue soit trop négatif. 10. Hors de Berlin, on observe moins de prudence. Le pasteur d'Esca se fait l'écho des réactions en Brandebourg, et en informe son ami Formet. Les Allemands ne sont pas fort contents de l'écrit du roi sur la littérature allemande, et ils n'ont pas sujet de l'être. Il ne leur rend pas toute la justice qui leur est due, et les met beaucoup trop au rabais. 20 décembre 1780. Plus loin, les Göttingischen Anzeigen von Gellertensachen du 8 janvier 1781 refusent d'accorder crédit à ce texte et d'Alembert, pour sa part, se fera très courtisan à l'égard de son illustre correspondant, mais résumera bien l'atmosphère générale en Allemagne. J'y ai trouvé, sire, les principes les plus sains de littérature, et partout un fond de raison et de bon goût, tel qu'on devait l'attendre d'un écrivain philosophe, nourri de la lecture des bons modèles et digne de l'être lui-même. On dit pourtant que les Allemands se plaignent d'avoir été jugés avec trop de rigueur. Cela me paraît assez naturel, mais ne prouve pas encore qu'ils aient raison. 9 février 1781. Le débat est lancé, ou relancé, de main de maître, comme l'indique le rédacteur de la Gazette, et il n'est pas indifférent que cette feuille, qui a pour abonné une majorité de membres du refuge et de Français parlant peu ou prou l'allemand, serve en quelque sorte de porte-parole public. Elle est sans doute le seul journal qui donne immédiatement la version complète du texte royal. Aucun commentaire ne l'accompagne. Le texte du souverain est rapidement diffusé dans toute l'Europe. Grimm en parle abondamment et assez ironiquement. Catherine II en prend connaissance tout comme Justus Moser 1720.1794, Hermann von Ehrenhoff 1733 à 1819, Louis Gompers 1747 à 1815, Johann Karl Wesel 1747 à 1819, Friedrich August Grevenitz 1730 à 1809, Johann Michael Afsprung 1748 à 1808, Johann Gottfried DYK 1750 à 1815, Louis-Ferdinand Hubert, le traducteur, 17 641 1804, Louis Hérisson, 1743 à 1811. Quelques semaines plus tard, la Gazette imprime à partir du 30 juillet 1781, sur 3 numéros, l'intégralité de la fameuse lettre sur la littérature allemande de Johann Friedrich Wilhelm Jérusalem 1709 à 1789, qui brosse un tableau beaucoup plus immédiatement optimiste que l'opuscule royal et qui le complète ou le développe, y faisant d'ailleurs expressément référence 12. Cette lettre aurait été commanditée par Frédéric II, nous dit son auteur en introduction. Son but est le suivant. J'ai exposé d'un côté les obstacles qui ont tant retardé jusqu'ici les progrès de notre littérature, et cherché de l'autre à offrir à son attention, au roi, le peu d'essais heureux que la force originelle du génie de notre nation a produit malgré cette situation décourageante. Parmi les obstacles, Jérusalem cite la parcellisation de l'Allemagne, le peu d'intérêt des grands pour les choses de l'esprit et pour les artistes. Un rapprochement intéressant avec l'histoire antique n'est pas sans évoquer les rapports intellectuels de la France et de l'Allemagne, quand on sait que pour les philosophes Paris est l'Athènes moderne 13.
Ajoutons encore que la littérature allemande a éprouvé le même sort qui retarda si longtemps les progrès de la littérature romaine. Rome ne dut ses lumières qu'aux Grecs. C'est de la Grèce qu'on prenait les maîtres et les précepteurs destinés à former la jeunesse, et tous les jeunes Romains de qualité qui aspiraient à des mœurs polies, aux sciences et au bon goût, allaient étudier à Athènes. Ce commerce intime avec la littérature grecque forma, il est vrai, la nation, mais il retarda aussi à proportion la culture de sa langue et les progrès de sa propre littérature. Partout les Grecs donnaient le ton. Sans connaître même la langue latine, ils prononcèrent cependant qu'elle était trop pauvre et trop rude pour se prêter aux sciences. On se soumit à leurs décisions, et ceux qui se piquaient de bon goût lisaient les Grecs, parlaient et écrivaient en grec, jusqu'à ce qu'enfin Cicéron eut le courage de relever l'honneur de sa langue et s'en servit dans ses ouvrages philosophiques. Le parallèle s'impose au lecteur. Les Allemands et les Français sont les Romains et les Grecs des temps modernes. D'ailleurs, plus loin, Jérusalem explique son apologue. Ainsi la nation française, en même temps qu'elle porta parmi nous les premiers développements du goût, retarda aussi d'autant les progrès de notre propre littérature. Dans ce processus, les Huguenots auraient, selon Jérusalem, joué un rôle essentiel, une argumentation qui ne pouvait manquer d'intéresser les lecteurs de la Gazette et qui réclame, pourrait-on dire, le meurtre du père. Puis l'auteur brosse le panorama éthique des écrivains ayant tout de même prouvé l'existence d'un génie allemand propre. Il fixe au règne de Frédéric le Grand le début du renouveau. Il salue l'évolution rapide de la langue, la naissance de chefs-d'œuvre dans tous les genres, particulièrement la poésie et le théâtre, concédant seulement que la connaissance de la langue allemande à l'étranger pèche encore. Pour expliquer ce peu de rayonnement, il se refuse à admettre les clichés habituels. Elle est encore toujours exposée aux reproches, que sa marche est pesante, sa construction embarrassée et que la dureté de ses sons choque une oreille délicate. Il y oppose la force, l'énergie de la langue allemande, la facilité à lier immédiatement plusieurs épithètes, la liberté syntaxique et stylistique très grande. Il accepte certes pour une part les reproches adressés, mais ajoute-t-il, l'affectation et l'obscurité de style n'ont rien à voir avec la langue, ce n'est qu'un défaut des écrivains qui doivent apprendre à perdre des manies désagréables et les contre-modèles, selon lui, ne sont pas rares. Mendelssohn serait aussi fin que Platon. Engels rappelle Socrate. Gessner est un nouveau Théocrite XIV. Contre le péché de rudesse, Jérusalem affirme une harmonie qui gagne par la mesure déterminée des syllabes qu'il a mise en état d'adopter dans ses poésies avec beaucoup de succès le rythme grec, que Klopstock a conduit à la plus grande perfection, au lieu que la poésie française aura toujours besoin du secours de la rime pour être harmonieuse. En outre, une comparaison avec la langue grecque montre que l'abondance des consonnes et l'existence de diphtongues, qu'on reproche à l'allemand, ne sont pas disgracieuses ou ne le sont que par un préjugé. Mais pour que les sons d'une langue puissent plaire... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.